Et on est en direct. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine et tout ça. Je vous accueille à nouveau sur la chaîne où on va parler de politique européenne. Vous m'entendez, on est en français et la raison est simple, c'est parce que notre invité de ce soir est français. Euh, Contrairement à ce qu'on fait d'habitude, on va pas faire une interview avec... Enfin si, on va faire une interview avec un député européen, mais on va pas faire une interview sur le député européen. On va faire une interview un peu différente, on va faire quelque chose comme ce qu'on avait fait un peu dans le passé avec la politique agricole, la politique de la pêche ou encore les relations UE-Chine. On va faire une interview thématique, c'est-à-dire qu'on va choisir un thème, et ce soir le thème ça va être la politique régionale européenne, et on va discuter uniquement de ce thème-là, et essayer de comprendre déjà pourquoi est-ce que l'Europe a une politique régionale, quels en sont les enjeux, quels sont les débats politiques autour de ça, etc. Comme ça, vous découvrez une nouvelle politique, une politique qui est importante aussi, on va en parler, et voilà, vous allez découvrir des choses là-dessus. Et donc du coup, le sujet de ce soir, j'ai déjà dit, c'est la politique régionale européenne. Donc ça peut paraître, a priori, quand on entend comme ça, on n'est pas un expert, on se dit, bah c'est pas le sujet le plus sexy, a priori, mais pourtant c'est loin d'être anodin, puisque la politique régionale européenne, c'est à elle seule à peu près un tiers du budget européen. Pour vous donner un ordre d'idée, entre 2021 et 2027, donc c'est le budget à long terme de l'Union européenne, c'est un peu moins de 400 milliards d'euros qui vont être consacrés par l'Union européenne à aider les régions et leur population pour tirer vers le haut les régions les plus pauvres notamment. Et du coup, pour nous aider à comprendre un petit peu cette politique, ce soir, je vais avoir avec nous Younous Omarjee, qui est du groupe de The Left, donc en France, ça correspond à la France Insoumise. On est donc à gauche de l'hémicycle au niveau de la politique européenne. Il est député européen depuis 2012, donc c'est son 3e mandat. Il a 53 ans et la principale raison pour laquelle je lui ai demandé de venir avec nous ce soir pour parler de ce sujet de la politique régionale, c'est parce qu'il se trouve qu'il est le président de la commission du développement régional, la commission Régie comme on l'appelle au Parlement européen. Voilà, il est au Parlement européen et il est président de la commission de développement régional. Et donc, en tant que président, il supervise un petit peu tout ce qui se passe en termes de politique régionale, il participe à toutes les négociations qui vont avoir lieu sur cette politique régionale, comment elle va évoluer, etc. etc. Donc, tout ça pour vous dire qu'il sait de quoi il parle quand on parle de politique régionale, et en tant que président, c'est quelqu'un qui est très respecté par ses pairs, il faut le dire, qui sont spécialisés sur le sujet. Avant qu'on se lance, comme d'habitude, je rappelle brièvement les règles pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux avec nous. Donc, Monsieur Omarjee va rester avec nous pendant à peu près 1 heure, après quoi il va aller profiter du reste de sa soirée, ou alors travailler, parce que c'est une semaine de Strasbourg, une semaine de plénière, donc il y a beaucoup de travail. Et vous, pas de bol, après que Monsieur Omarjee sera parti, vous voudrez encore composer avec moi, puisqu'on va faire un petit débrief d'une demi-heure après, ou pour discuter ce que vous avez pensé de l'interview, couvrir des questions qu'on n'a pas pu discuter, et d'une manière générale, discuter entre nous. Comme d'habitude, j'ai préparé mes questions pour Monsieur Omarjee, mais bien entendu, vous pouvez réagir et proposer vos propres questions via le chat, c'est là pour ça, et je vais garder un œil dessus. Comme d'habitude, faites ça de manière civile, sans spammer, et comme on est sur une interview thématique, on ne prend que les questions sur la politique régionale européenne. Donc gardez ça en tête, important. Et dernier truc, bon à savoir, même si comme on est une interview thématique, c'est peut-être un peu moins important, on est sur une chaîne sur la politique européenne, donc on parle d'Europe. Les questions sur la politique nationale, on ne les couvrira pas, sauf s'il y a une dimension européenne en lien avec la politique régionale. Mais voilà, en bref, ce que je pouvais vous dire, et sur ce, écoutez, je propose qu'on se lance dans l'interview. Bonsoir Younous Omarjee, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Donc vous m'avez entendu faire une brève introduction de vous et du sujet. Avant qu'on se lance vraiment sur le sujet de la politique régionale, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter sur vous avant qu'on se consacre exclusivement à la politique régionale ? Oui, d'abord, je salue toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. C'est un plaisir d'être parmi vous sur Twitch. C'est la première fois pour moi. Ajouter tout de même 2 choses. La première, c'est que je suis un ultramarin, c'est-à-dire que je viens du bout du monde, de l'océan Indien, de l'île de la Réunion, cette petite île entre Madagascar et l'île Maurice. Et pour autant, pour les raisons que les internautes connaissent ou ne connaissent pas, nous sommes européens et pleinement engagés. Et d'ailleurs, nous avons beaucoup à faire dans la politique régionale, la politique de cohésion. Donc, je suis des Outre-mer et je crois que c'est intéressant de se dire qu'un ultramarin qui vient aussi de la diversité, c'était le 2e point que je voulais évoquer, préside une commission au Parlement européen. Ça dit beaucoup en réalité du Parlement
du Parlement européen. Et je suis aussi, voilà, de cette diversité-là. Je fais partie, on appelle ça, j'ai découvert dans un article de Politico qu'on appelait ça des top jobs. Bon, je trouve ça un peu pompeux, mais je fais partie des rares personnes qui sont issues de la diversité et qui occupent un top job dans les institutions européennes. Et je crois que c'est important parce que l'Union, c'est aussi cette diversité, cette grande diversité, et il faut qu'elle soit représentée. Donc voilà ce que je voulais ajouter. Et précisément, les Outre-mer français, par exemple, ce sont les régions, savez-vous, les plus pauvres de toute l'Union européenne. La France est la deuxième puissance économique de l'Union et pourtant, elle porte en son sein toujours les régions les plus pauvres de l'Union. Et c'est la politique régionale qui est en réalité la politique de cohésion qui permet de rattraper les retards et de permettre à ces régions d'aller vers un niveau de développement, un niveau de convergence et de pouvoir bénéficier de beaucoup de fonds européens et d'investissements. Donc l'Europe, c'est aussi cela. Et je le disais tout à l'heure, je suis très fier en réalité de présider la Commission du développement régional. Vous l'avez dit, je suis de la France insoumise. Je suis à la gauche de gauche et je suis profondément européen. Profondément européen. Et il ne faut jamais oublier que l'idée européenne, on en parlait parce que nous fêtons les 70 ans du Parlement européen. Ce moment de célébration est un moment qui doit nous inviter à réfléchir aussi sur le sens du projet européen et sur la démocratie européenne. Et l'idée européenne, elle porte des valeurs qui, de mon point de vue, sont des valeurs d'espérance, de pleine espérance pour la gauche. La solidarité, l'égalité et aujourd'hui, de nouveaux combats que seule l'Europe peut porter. La lutte contre le changement climatique, par exemple, la progression des droits des travailleurs. Donc et la Commission du développement régional est cette commission qui, je crois, incarne le mieux ces valeurs, ces principes qui sont en réalité très concrets par les différents règlements, évidemment, que nous mettons sur la table pour venir en aide aux citoyens européens partout. Et puis là, je parle beaucoup. On va commencer à se lancer. Je pense que ça va permettre d'enchaîner un petit peu avec justement ce que vous commenciez à expliquer. C'est pourquoi est-ce qu'au fond l'Union européenne a décidé de s'occuper des régions? Pourquoi est-ce qu'elle dédie autant de fonds? On parle quand même d'un tiers du budget européen dédié à aider les régions. Pourquoi? Quel est l'intérêt européen en fait à aider les régions autant? Oui. Donc, je rajoute quand même un point. Allez. C'est-à-dire, lorsque vous êtes engagé dans cette action de président de la Commission du développement régional, vous devez abhorrer absolument toute idée nationaliste, le nationalisme. Ce n'est pas possible. Parce que vous devez considérer que les intérêts des citoyens dans les 26 autres pays que le vôtre ont autant d'importance que les intérêts de vos compatriotes et de l'intersolidarité absolue. Bon. Et la politique de cohésion, c'est cela. Pourquoi aider les régions? Parce que l'Europe est aussi une Europe qui est fondée, qui s'appuie sur l'Europe des régions. Nous sommes une construction qui est une construction supranationale, avec un rôle donné aux régions qui est un rôle beaucoup important, sans nier évidemment les États-nations. Mais je crois que l'Europe, de par sa constitution, de fait, donne un rôle important aux régions. Pourquoi les régions aussi? Parce que c'est à l'échelle des régions que s'opère
que se trouve le niveau pertinent à la fois pour les transformations et en même temps pour pouvoir réduire l'ensemble des fractures. Et ce qu'il faut comprendre lorsqu'on pense à l'Europe, c'est que nous avons eu une construction européenne qui s'est faite au fur et à mesure, avec plusieurs étapes. Nous étions 6, puis l'Europe s'est élargie au fur et à mesure, avec des pays qui sont rentrés dans l'Union avec des niveaux de développement différents. Et l'objectif est donc, nous ne pouvons pas supporter en réalité qu'il puisse exister des distorsions à l'échelle de l'Union sur tous les plans, des distorsions d'ordre économique, des distorsions d'ordre social, des distorsions territoriales. Et c'est le traité européen qui nous donne l'ordre, pour viser les objectifs de l'Union, qui nous donne l'ordre de faire en sorte que ces distorsions soient réduites pour que l'on atteigne un niveau équivalent un niveau commun, ce qu'on appelle la convergence, un niveau commun de développement. Donc, cela veut dire que moins on est riche, moins une région européenne est riche, et plus elle bénéficie du soutien de l'Europe. Donc c'est quelque chose qui est très vertueux, c'est quelque chose qui correspond à une idée qu'on peut se faire de la justice, c'est-à-dire on aide davantage les plus faibles, c'est-à-dire vous prenez la crise actuellement, prenez la crise du Covid, prenons des exemples concrets. Pendant la crise du Covid, tous les pays n'ont pas les moyens de l'Allemagne ou les moyens de la France pour tempérer les impacts terribles de cette crise, qui a eu des conséquences dans tous les secteurs. Pareil en ce moment, avec les conséquences de la guerre d'Ukraine, tous les pays n'ont pas la possibilité, comme l'Allemagne, de mettre 200 milliards d'euros sur la table ou d'avoir des mesures nationales comme la France, même si je peux considérer qu'elles seraient suffisantes par ailleurs. Mais la France est un grand pays et elle prend un certain nombre de décisions. Mais moi, je pense aussi aux pays qui sont en première ligne, qui sont proches de l'Ukraine, qui ont eu à accueillir, comme la Pologne, 2,5 millions de réfugiés, à des pays plus petits, comme la République tchèque, ou la Roumanie, ou la Bulgarie, et puis des pays du Sud. Prenez la Grèce, qui a eu, vous le savez, des difficultés, ou le Portugal, tout ça. Et donc, la politique de cohésion, elle rentre en solidarité pour justement éviter qu'il y ait trop de distorsions et pour donner à ces pays aussi les moyens de pouvoir tempérer les impacts ou alors les moyens de pouvoir investir lorsqu'il s'agit du déploiement naturel de notre politique. Et du coup, concrètement, on comprend l'objectif général de la politique de cohésion, c'est comme ça qu'on appelle la politique régionale, donc de relever le niveau, de s'assurer qu'il n'y ait pas de distorsion, que les niveaux, essayer de faire en sorte que les régions européennes soient aussi égales et équitables entre les unes et les autres. Mais concrètement, en fait, qu'est-ce que ça finance, en fait, les aides européennes en matière régionale? Sur quoi l'Union européenne va faire un chèque, en fait? Donc vous l'avez dit, c'est la plus grande politique de l'Union européenne en termes budgétaires. Aujourd'hui, c'est avant la politique agricole commune. Donc il va falloir que les journalistes révisent leurs fiches parce qu'on est passé devant. C'est le premier levier d'investissement de l'Union, avec surtout un fonds, enfin plusieurs fonds, dont un fonds qui est un fonds extrêmement important, qui est le fonds FEDER, qui permet à la fois de financer les infrastructures. Il a permis, par exemple, dans beaucoup de pays, comme en Grèce, au Portugal, en Espagne, de financer les routes, de financer les infrastructures aéroportuaires, les infrastructures portuaires, etc. Tout ça, ce sont les fonds structurels qui l'ont permis. Et puis, le fonds FEDER, c'est un fonds qui permet aussi de soutenir les entreprises.
mais pas toutes les entreprises, pas les multinationales, les petites et les moyennes entreprises. Et c'est donc un fonds qui est extrêmement important pour soutenir l'investissement, pour soutenir l'innovation, pour soutenir la croissance et aussi l'emploi. Puis vous avez un deuxième volet de la politique de cohésion qui est un volet de la formation. Bon. Parce que le Fonds social européen, le FSE, est un fonds qui est dans le cadre de la politique de cohésion. Et il permet de financer, par exemple, la formation professionnelle. La politique de cohésion, c'est également, et c'est une dimension qui est extrêmement importante, et c'est une politique qui permet de financer des projets de coopération entre les régions d'États membres différents. Ce sont des projets de coopération territoriale à travers le fonds Interreg. Cette dimension est très importante parce qu'elle facilite évidemment la coopération, elle facilite les échanges et elle fait grandir en réalité au jour le jour l'Europe, notamment dans les relations transfrontalières. La politique de cohésion, c'est aussi le Fonds européen de la pêche. Le FEAMP est gouverné par nos règles. Et donc, nous avons un cadre commun qui permet de gouverner l'ensemble de ces fonds dont je viens de vous parler, pour qu'ils visent tous, en réalité, ces objectifs. Et cet objectif de cohésion, qui est un objectif très important, est un objectif qui est inscrit au cœur du traité. Donc, je ne sais pas si les internautes sont familiers avec le traité sur le fonctionnement de l'Union, mais il est gouverné par l'article 175 du traité. Et puis, il y a une dernière dimension, qui est une dimension extrêmement importante, qui est la dimension territoriale. La dimension territoriale, elle est au cœur de l'article 174, pour le coup, du traité, qui désigne un certain nombre de zones qui ont des particularités, les zones faiblement peuplées, parce que l'Europe, c'est une très grande diversité. Une diversité géographique avec des situations d'inégalité aussi. Donc, elle désigne ces zones, les zones insulaires, les zones montagneuses, les zones faiblement peuplées, les zones septentrionales, bref, et elle nous intime l'ordre de réduire les disparités, les fractures pour ces zones qui rencontrent un certain nombre de difficultés. Donc voilà très rapidement ce qu'est la politique de cohésion, dont la responsabilité ensuite incombe évidemment aux États membres et aux régions. C'est justement le point que la question que j'allais vous poser. Donc on entend bien que c'est une politique qui va permettre de construire des routes, qui va essayer de réduire des choses vraiment au niveau territorial, quelque chose de très très local, ce qui est normal. Là, on parle d'une politique régionale. Et du coup, c'est pas la Commission européenne dans le Berlaymont qui va dire ok, on va rénover la départementale, je ne sais quoi, enfin au fin fond de la Corrèze. Qui est-ce qui prend la décision en fait d'accepter de financer tel ou tel projet? C'est à Bruxelles, c'est à Paris, c'est dans les régions? Oui, donc nous, au niveau du Parlement européen, on va négocier les règlements et on va orienter de manière très globale les fonds vers des objectifs. Et par exemple, pour la nouvelle génération de fonds, nous avons considéré que la transition énergétique était une priorité. Nous avons considéré que la digitalisation de l'économie l'était également. Nous avons considéré, et j'en suis très fier, que plus aucun fonds de la cohésion ne doit nuire au climat et ne doit être en contradiction avec les accords de Paris. Donc je vous prends cet exemple.
mais nous, on détermine les grands objectifs. On dit on doit mettre fléché sur un certain nombre d'objectifs thématiques, c'est ce qu'on appelle la concentration thématique des fonds pour des modes de déplacement doux, par exemple, propres, etc., etc. Donc, les régions savent ce qu'elles peuvent faire, mais aussi ce qu'elles ne peuvent pas faire. Donc, vous avez un cadre qui détermine les investissements possibles et les investissements qu'il n'est pas possible à travers l'utilisation de ces fonds. Ensuite, il y a une gouvernance qui est un peu différente en fonction des pays, parce que nous sommes 27 pays. Vous avez des pays dans lesquels vous avez une décentralisation qui est beaucoup plus avancée que dans d'autres pays. Et dans ces pays-là, les régions sont les autorités de gestion des fonds européens. Cela veut dire qu'en France, par exemple, ce sont les régions qui, après avoir bénéficié de la ventilation des fonds, c'est-à-dire avoir obtenu leur enveloppe, décident elles-mêmes du contenu de ce qu'on appelle les programmes opérationnels. Après que l'État membre ait signé avec la Commission, on est en ce temps actuellement ce qu'on appelle les accords de partenariat. Et les régions, elles vont dire de manière très précise, voilà les investissements très concrets, hein, c'est vraiment des choses très concrètes hein, du quotidien. Voilà les investissements que nous souhaitons financer à travers ces fonds. Vous nous avez demandé de flécher 30% pour les transports propres ou pour l'innovation, enfin je dis n'importe quoi, ben voilà ce que nous avons décidé de faire. Et la Commission européenne va vérifier que le programme opérationnel présenté par la région en question est conforme au règlement dont nous portons la co-responsabilité. Et lorsque ce n'est pas les régions, il y a un travail qui est fait entre l'État membre et les régions, et ça se passe plus au niveau national. Mais quand même, à la fin des fins, ça se passe dans les régions. Et puis, il y a un point qui est très important, qui est vraiment, c'est un attachement très fort du Parlement européen, c'est que tout ça ne se dissipe pas dans des sphères de manière totalement coupée des citoyens, des ONG, des forces vives, et puis aussi d'autres entités comme les communes, etc. Et nous nous sommes battus dans les négociations pour qu'il y ait ce qu'on appelle un principe de partenariat, un partenariat vivant dans la définition de ces programmes et dans leur mise en œuvre avec toutes les forces vives d'une région ou d'un pays. Et nous sommes très attentifs à ce qu'il soit respecté partout. Il ne l'est pas en réalité toujours. Alors ça justement, ce dernier point, on va en discuter un peu après, mais vous l'avez mentionné un peu, vous l'avez déjà mentionné en introduction, donc vous venez des Outre-mer, vous êtes de l'île de la Réunion, et les régions ultrapériphériques, donc ce qu'on appelle, c'est le langage bruxellois pour dire les Outre-mer entre autres, reposent beaucoup sur les fonds régionaux. Comment est-ce qu'il y a un statut particulier pour les Outre-mer, les régions ultrapériphériques dans ces politiques régionales, ou est-ce que au final elles sont traitées de la même, on va traiter l'île de la Réunion de la même région qu'on va traiter une région en Pologne? Oui et non, elles ne sont pas, elles sont un peu traitées de la même manière qu'une région en Pologne parce qu'elles font partie de la même catégorie de régions. Il faut comprendre que nous avons classifié les régions en catégories, c'est-à-dire les régions les moins développées, qui bénéficient d'une intensité d'aide beaucoup plus forte, avec des cofinancements qui peuvent aller jusqu'à 85%. Et nous nous sommes battus pour cela. Et puis vous avez des régions qu'on appelle des régions en transition,
qui sont au-dessus d'un niveau de 75% du PIB. Et puis les régions qui sont riches. Et il est bien évident qu'on bénéficie moins, c'est ce que je disais au début, des fonds européens lorsque vous êtes dans une région riche plutôt que dans une région très pauvre. Et vous avez des régions pauvres en Bulgarie, vous avez des régions pauvres en Pologne, comme vous avez des régions pauvres dans les régions ultrapériphériques, c'est-à-dire les Outre-mer français, portugais et espagnols, parce que l'ultrapériphérie au niveau européen est reconnue dans le traité par un article spécifique qui est l'article 349 du traité et qui désigne de manière très précise des territoires des Outre-mer français, la Réunion, Mayotte, la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin, une île, enfin les îles espagnoles, les Canaries, et puis pour le Portugal, Madère et Açores. Et ces îles ont des caractéristiques communes. Et c'est le traité qui le dit, elles ont des handicaps structurels permanents du fait d'un grand éloignement du marché européen, du fait de l'étroitesse de leur marché intérieur, du fait de difficultés géographiques qui font que pour ces régions, il est possible de déroger sans nuire à l'ordre, à la cohérence de l'ordre juridique interne. Il est possible pour elles de bénéficier d'un certain nombre de dérogations. Et on se fonde souvent sur l'article 349 pour considérer qu'il faut prendre des mesures dérogatoires. Mais je crois qu'il y a un principe simple dans une Europe qui est ultra diverse, avec des situations très variées. Bien sûr, il faut des principes communs, mais on ne peut pas avoir de politique totalement, de mesures totalement uniformes, parce qu'autrement, elles sont inadaptées. Il est évident que les mesures pensées pour l'Europe centrale n'ont aucun intérêt parfois pour des îles qui se trouvent dans la Caraïbe ou l'océan Indien et qui sont confrontées à d'autres situations, d'autres défis, d'autres caractéristiques, enfin bref, où tout est différent. Donc nous essayons de faire du sur-mesure, mais cet article du traité est une garantie et il le permet et nous bataillons d'ailleurs pour qu'il trouve une application de plus en plus forte. Mais je vois que c'est un article qui est très attractif puisque beaucoup de régions demandent en réalité que leurs particularités soient pleinement reconnues. Et donc, pour rester sur les Outre-mer, donc, comme elles reçoivent beaucoup de fonds européens du fait, comme vous l'avez dit, de leur particularisme reconnu aussi dans la. Beaucoup de fonds, c'est parce qu'elles sont plus pauvres aussi. Voilà, c'est ce que je veux dire par là. Beaucoup à l'Union. Bah oui, justement, parlons-en cette fois-ci du point de vue de la population. Est-ce que par exemple, chez vous, à l'île de la Réunion, est-ce que les citoyens ont conscience de ce soutien important de l'Union européenne, ou est-ce que c'est parfois, enfin moi quand je le vois, moi je suis de région parisienne, moi je me souviens quand j'allais dans mon village, parfois au moment il y avait des projets qui étaient financés par l'Union européenne et on voyait un drapeau européen, mais vraiment tout petit, quand il n'était pas oublié quelque part, et du coup les gens ne savaient pas que c'était un projet qui était financé par l'Union européenne. Est-ce qu'il y a une conscience, par exemple, dans l'île de la Réunion ou dans les autres mers ? Ouais. Je pense beaucoup plus fort, parce que nous sommes des îles, donc assez petites. Les réalisations sont plus visibles et l'Europe est un partenaire du développement au quotidien. Mais les fonds européens ne vont pas vers tout le monde. Bon. Ils vont essentiellement vers les agriculteurs, vers les pêcheurs, vers le monde économique. Et puis, lorsqu'il s'agit de grandes infrastructures
dont les bénéficiaires sont en réalité tous les citoyens, parce que c'est un aspect important de la politique de cohésion. Les bénéficiaires ultimes de la politique de cohésion, ce sont les citoyens européens, sans distinction. C'est nous tous. Bon. Et dans les Outre-mer, je pense qu'il faut encore, comme ailleurs, faire parfois des efforts de communication, d'explication pour dire, mais bon, si tel aéroport a aujourd'hui ce niveau de rayonnement, ou tel port ce niveau de performance, ou telle route a pu être réalisée, etc., ou tel lycée a pu être construit, c'est aussi beaucoup grâce au fonds européen. Et les gens ne le savent pas toujours. En revanche, les secteurs les plus conscientisés en réalité, que sont les agriculteurs, les pêcheurs, etc., ou le monde économique, oui, eux, ils savent exactement ce qui se joue à Bruxelles, et ce sont des partenaires permanents pour un député européen dans le travail au quotidien. Mais on a des efforts à faire, clairement, dans toute l'Europe pour faire valoir la plus-value des politiques européennes. Mais on n'est pas toujours aidé, hein, parce que vous avez des élus locaux ou nationaux même, qui instrumentalisent les fonds européens à d'autres objectifs, des objectifs politiques, et qui au final oublient totalement l'Europe. Même s'agissant du grand fonds relance et résilience, je ne suis pas certain que toutes les conditions qui étaient attachées à la bonne communication de ces fonds ont été respectées. Et vous avez beaucoup de projets qui se développent ou qui vont être développés et qui sont mis au bénéfice de l'engagement de l'État et seulement de l'État. Et c'est mauvais, hein, parce qu'on est dans un moment où les gens doutent beaucoup de l'Union européenne. Vous prenez un fonds qui n'est pas un fonds spécifiquement dans le champ de la cohésion, bien que je ne crois pas, bien que si, c'est le fonds d'aide alimentaire aux plus démunis. C'est un fonds extrêmement intéressant, très important, qui a été créé par la commission Delors, je crois, sur proposition un peu de Coluche, et qui a permis que l'Europe puisse, à l'époque, parce que vous savez, à l'époque, c'était un fonds qui était attaché à la PAC, vous avez énormément de pertes, d'une certaine manière, d'un certain nombre de produits de la PAC, et il s'agissait d'avoir un fonds européen qui permette directement de financer des colis alimentaires pour les personnes qui ont faim et pour les plus démunis. Le nombre de pauvres en Europe a explosé. Et ces colis alimentaires sont très utiles. Ils sont gérés par les banques alimentaires, et c'est l'Europe qui permet son financement. Qui le sait? Très peu de gens. Donc, ça donnerait peut-être un peu en contrepartie de la réalité aussi de politiques européennes qui sont souvent libérales, violentes, qui sont parfois des politiques qui servent des intérêts qui ne sont pas ceux des peuples ou des citoyens. Là, vous avez un exemple concret d'une politique qui vient en aide aux plus démunis et aux plus pauvres, et pour laquelle le Parlement européen s'est battu quand il a failli disparaître. Et on fêtait les 70 ans du Parlement européen. Beaucoup de gens s'interrogent, mais le Parlement européen, ses pouvoirs, etc. Enfin, c'est un autre débat, on parle de la cohésion là. Mais le Parlement européen, vous prenez l'exemple du Fonds alimentaire aux plus démunis, je m'en souviens très bien, vu que j'étais rapporteur pour avis sur cette question, sans le Parlement européen, ce fonds n'existerait plus, tout simplement.
et nous avons engagé un rapport de force avec le Conseil européen pour qu'il soit maintenu. Et je crois qu'il est très utile et que plus que jamais, au contraire, il faut renforcer son budget. Alors, on a compris maintenant les objectifs des fonds de cohésion, on en comprend la manière de pourquoi ils sont investis, on comprend aussi un petit peu les quelques problèmes qui peuvent venir, des points faibles. Mais justement, ma question suivante, c'est dans la politique régionale telle qu'elle existe aujourd'hui, quelles sont les faiblesses que vous voyez, les choses qui seraient améliorées pour le futur, de votre point de vue? Vous avez un problème qui est considérable, qui ne concerne pas seulement la politique de cohésion, qui concerne l'ensemble des politiques européennes, mais qui concerne peut-être encore un peu plus la politique de cohésion. Enfin, c'est peut-être parce que j'ai le nez dedans que je le crois. C'est la question de la complexité inouïe de nos règlements, qui fait que vous avez à la base des politiques qui sont censées être très attractives parce qu'elles poursuivent des objectifs vertueux, mais qui en réalité deviennent un cauchemar pour les bénéficiaires potentiels et pour ceux qui ont la charge de leur gestion. Et nous devons nous interroger sur cela. Pourquoi cette ultra-complexité? Pourquoi ces excès de contrôle, ces surcontrôles? J'ai toujours considéré qu'il y a un surcontrôle lorsqu'il y a un manque de confiance. Et peut-être que les institutions européennes et la Commission européenne devraient davantage faire confiance aux États membres, aux régions, aux territoires pour bien mettre en œuvre les fonds européens. Parce qu'aujourd'hui, entendez, nous pouvons parfois décider d'un certain nombre de règlements, faire des annonces extrêmement intéressantes, dire que tant de milliards sont fléchés sur tels objectifs, mais dans les territoires, on ne veut même plus faire appel à ces fonds, tellement il est difficile d'instruire une demande de financement parce que c'est ultra compliqué et puis tellement que les contrôles sont extrêmement lourds, bon, avant même que n'arrivent les paiements. Donc ça, c'est un gros problème. Et nous avons fait totalement différemment, il faut le savoir, pendant la pandémie du Covid. Vous savez, c'est la politique de cohésion, je veux le dire aussi, c'est la politique de cohésion qui a été la politique qui a fait la démonstration, malgré sa lourdeur prétendue, de sa capacité à réagir en temps de crise. Nous avons été la première politique à intervenir au moment de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, parce que les impacts négatifs du Brexit, ils se sont fait ressentir dans les régions, d'abord et avant tout, et dans un certain nombre de secteurs. Et dans les régions, ce sont les régions maritimes en particulier qui partageaient une frontière avec le Royaume-Uni, et en particulier les régions françaises, mais pas seulement. Et nous avons donc immédiatement mis sur la table un règlement, dans le jargon on appelle ça le règlement Barre, bon, qui a permis d'aider les régions concernées et les secteurs concernés, en particulier les pêcheurs. Nous l'avons fait aussi pendant la pandémie du Covid-19, où la première politique qui est intervenue, c'est la politique de cohésion. Et je veux dire que c'est le Parlement européen et en réalité la Commission Régie qui, au plus fort de la crise, a considéré qu'on ne pouvait pas rester l'arme au pied. On voyait les régions s'écrouler. On était en plein confinement, hein, souvenez-vous. Bon, des secteurs comme le secteur touristique s'écroulaient. Et puis vous aviez dans beaucoup de régions impossibilité d'avoir des masques parce que les États n'en avaient pas.
impossibilité d'acheter des respirateurs artificiels, etc. Et nous avons dit, il est possible d'utiliser, en quelques semaines, on a fait des choses incroyables. Enfin, vous imaginez pas ce qui a été fait pendant la pandémie du Covid-19. Je veux rendre hommage aussi au président Sassoli, qui nous a permis de continuer à travailler dans des conditions tout à fait lunaires. Et en quelques semaines, on a fait des choses, je veux dire, en des années, on n'aurait même pas pu imaginer qu'on aurait pu faire de telles choses. Et on a changé tous nos règlements, tout flexibilisé, etc., pour donner aux régions les moyens directement d'acheter des masques, des respirateurs artificiels, de payer le chômage partiel pour les salariés, d'aider les entreprises. Nous avons pris un grand règlement, après 2 règlements d'urgence, le règlement REACT-EU, 50 milliards, plus de 50 milliards d'euros, et on a injecté comme ça directement pour les mêmes raisons aussi que je vous disais au début. Parce que tous les pays n'ont pas les moyens de l'Allemagne ou de la France. Et puis, nous le faisons pendant la guerre d'Ukraine, à 2 niveaux très importants. D'abord, la crise des réfugiés. On oublie les choses très vite, hein, vous savez. On est en fin d'année 2022, mais il faut se souvenir que juste en sortant de la pandémie du Covid-19, quand on reprend l'activité, arrive la guerre d'Ukraine et la plus grande crise de réfugiés que l'Europe n'a jamais connue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je me souviens de ce moment où en quelques semaines, il y avait 2,5 millions de réfugiés en Pologne. 2,5 millions en quelques semaines. On est parti avec le commissaire Ferreira en Pologne dans un centre. En une journée, vous aviez 85 000 personnes qui passaient sur un centre de répartition de réfugiés. Imaginez la difficulté que c'était pour les régions polonaises, pour la grande ville de Varsovie et globalement pour toute la Pologne. Et c'était pareil dans beaucoup de pays. Et là encore, on a mis sur la table, la Commission européenne a mis sur la table, avec le soutien de la Commission Régie, les règlements qu'on a appelés les règlements CARE et CARE+, pour venir en aide aux régions, pour l'accueil des réfugiés. Et c'était aussi l'aide aux réfugiés ukrainiens. Donc, notre devoir de solidarité vis-à-vis des Ukrainiens, vis-à-vis des pays en première ligne, nous l'avons pleinement assumé. Et là, en ce moment, je suis un petit peu long, Non, je allez-y. termine. En ce moment, c'est la grande crise énergétique, je crois, qui est assez historique. L'inflation, qui est galopante, mais qui est inégale aussi entre les pays. Parce que vous avez des pays avec une inflation à 6% comme en France, ou un petit peu plus, mais dans d'autres pays, l'inflation est à 20, 21, 22%, avec des risques compte tenu de la flambée des prix de l'énergie, pour beaucoup de pays qui sont dépendants à 100% du gaz russe, bon, un risque d'épidémie, de fermeture des entreprises partout dans toute l'Union européenne, et du coup du recul des objectifs de la cohésion. Donc on ne peut pas rester l'arme au pied pendant l'urgence. Et nous avons décidé, là, c'est en cours, c'est dans le processus législatif, parce que c'est dans un autre règlement REPower, mais nous avons décidé, nous, pour ce qui relève de la cohésion, de permettre de venir en aide directement aux familles vulnérables et aux petites entreprises. Et pour la première fois, enfin presque la première fois, en tout cas, on enclenche la possibilité de subvention à 100% de l'Union européenne pour les familles les plus vulnérables qui ont du mal à payer leurs factures énergétiques, et pour les artisans, les boulangers, etc., qui ont du mal à payer leurs factures d'électricité. Ça, c'est ce que nous avons voulu en commission régie. Je suis très fier que notre commission l'ait décidé, que le Parlement
européen les voter en plénière de manière très massive. Et nous répondons à la fois à des objectifs macroéconomiques et en même temps aux intérêts les plus immédiats, populaires, des intérêts populaires. Et ça, c'est très important. Et voilà. Et, Donc, et du coup, on comprend que la politique régionale est en première ligne en temps de crise. Et vraiment. justement, dans ces crises-là, que ce soit la pandémie, la guerre en Ukraine, une crise des réfugiés, etc., comment est-ce que ça se passe pour justement avoir ces marges de manœuvre pour réagir? Est-ce que c'est on crée des nouveaux fonds, on fait venir de l'argent frais? Est-ce que c'est de l'argent qui existe qu'on redirige en disant attendez, on a quelques millions qui sont en réserve là, on va plutôt les réinvestir ici? Comment ça se passe en fait, l'ingénierie, on va dire, en interne pour Oui, c'est réagir au vrai? exactement ça, en fait. Parce qu'il n'y a pas d'argent frais. Et nous, Parlement européen, euh, on a mis sur la table beaucoup de propositions pour qu'on puisse avoir de nouvelles ressources propres. Bon, on aurait écouté autant qu'on le souhaitait le Parlement européen, peut-être qu'on aurait eu aujourd'hui des marges de manœuvre budgétaires beaucoup plus importantes, parce que nous avons un budget de l'Union européenne qui n'est pas un budget maquetté en réalité pour faire face aux crises de cette nature. Donc il faut aller chercher l'argent d'une certaine manière là où il est, et dans les grandes politiques, et en particulier dans la politique de cohésion, vous avez toujours un certain nombre de décalages entre la mise en œuvre des programmes, la clôture de la programmation. Vous avez aussi des problèmes d'absorption des fonds dans un certain nombre de pays, pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Donc, on autorise en réalité de pouvoir réfléchir les fonds sur les objectifs d'urgence, en fait, sur les urgences. Mais ce n'est pas de l'argent nouveau, mais c'est une autorisation que nous donnons aux États et aux régions d'utiliser des fonds qui n'ont pas été consommés pour les orienter sur des objectifs immédiats et de pouvoir décaisser immédiatement l'argent, voilà, sans contrôle. Euh, un autre sujet qui fait polémique quand on parle de la politique régionale, donc on comprend que cette politique, elle est au service des régions, au service des gens, pour aider, et ultimement aider aider tous les citoyens dans l'Union européenne à avoir des régions qui fonctionnent, etc. Et un sujet qu'on a vu émerger ces dernières années est lié à tous les débats qu'on voit sur l'état de droit, et notamment en Pologne et en Hongrie tout particulièrement. Et un outil qui a été recommandé d'utiliser, c'est on sait que la Pologne, particulièrement, et aussi la Hongrie, reposent beaucoup sur les fonds européens, et notamment les fonds de cohésion, pour permettre de faire à leurs régions qui sont, qui sont relativement pauvres par rapport à la moyenne de l'Union européenne, de rattraper leur retard. Et donc du coup, une idée pour essayer de forcer les gouvernements en Pologne et en Hongrie à essayer de rentrer dans le rang quand il s'agit d'état de droit, c'est de leur couper, entre guillemets, une partie des fonds, pour leur dire, voilà, vous voulez de l'argent, vous devez respecter l'état de droit. Est-ce que, quelque part, cette idée de politiser l'usage des aides, c'est une bonne idée selon vous? Ou est-ce que c'est quelque chose qui, au final, va se faire au détriment des régions qui ne sont pas responsables de ce que leurs gouvernements font? Comment est-ce qu'on gère cette difficulté quand on est dans la commission régie et qu'on travaille sur ces politiques-là? Bon, c'est une question très, très compliquée. On en parlait là, cette semaine. Je suis d'ailleurs intervenu en plénière du Parlement européen sur la question spécifique de la Hongrie. D'abord, je veux dire que avant même de geler possiblement les fonds de la Hongrie, les régions et les villes hongroises sont déjà d'une certaine manière pénalisées. Tout simplement parce que les fonds européens sont des fonds qui sont concentrés dans les mains du pouvoir, que le partenariat dont je vous parlais n'est pas vivant, le bon partenariat qui doit se faire avec les régions, en tout cas si j'en crois ce que me disent les Hongrois ou les maires de Hongrie,
ne se fait pas dans les meilleures conditions. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsqu'il s'agit de fonds européens, au-delà de la politique de cohésion, il y a un devoir qui est celui de protéger les fonds européens, parce que les fonds européens, ce sont les fonds des contribuables. Bon. Et il y a un certain nombre de conditions qui sont posées. Et notre responsabilité, c'est aussi de protéger les fonds européens. Ce n'est pas un problème de politiser et de sanctionner tel pays parce qu'il a pris tel chemin politique. Pas du tout. Mais tout simplement de protéger les fonds européens contre la corruption lorsqu'elle existe de manière systémique. Ce qui est le cas, il faut bien le dire, dans un certain nombre de pays où les règles concernant les marchés publics, la bonne transparence et la bonne équité ne sont pas satisfaits. Et puis l'Europe s'est construite sur des valeurs. D'abord, c'est le partage d'un socle de valeurs. C'est à la base de l'Union européenne. Et la garantie de droits et de droits fondamentaux. L'Europe, c'est un espace de liberté, de droits. Et j'espère demain d'égalité, mais un espace de liberté et de droits pour les citoyens européens qui doivent être garantis. Et il n'est pas supportable que, et la force de l'Europe, c'est-à-dire la grande richesse de l'Europe, y compris devant les pays émergents qui ont un certain nombre d'atouts, etc. Mais la grande force de l'Europe, ce sont ses valeurs, c'est la liberté, c'est ça, et ce sont les droits fondamentaux. C'est cela qui rend encore l'Europe aussi attractive. Bon. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Et il est essentiel de pouvoir sanctionner lorsque les droits fondamentaux sont violés, lorsque l'indépendance de la justice est mise à mal, et puis lorsque vous avez des systèmes de corruption sur les fonds européens et lorsque les États membres ne prennent pas les mesures positives pour faire régresser ces situations. Et jusqu'à ce jour, voilà. Et gardez tout de même à l'esprit qu'on a sanctionné des pays, ou voulu les sanctionner, parce qu'ils ne respectaient pas les critères absurdes du pacte de stabilité budgétaire et les critères sur la dette et le déficit. Et lorsqu'il a fallu faire une saignée pour les Grecs ou soumettre les Portugais ou les Espagnols, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas dans le respect des règles de la gouvernance économique, on les a sanctionnés, d'une certaine manière. En tout cas, on les a soumis à un certain nombre de règles extrêmement difficiles. Je considère qu'il y a un pilier qui est extrêmement important, qui est le pilier de l'état de droit, des valeurs, du respect des droits fondamentaux. Et que l'Europe, ce n'est pas un guichet devant lequel on passe, en se dissociant comme ça des valeurs et en poussant toujours un peu plus d'ailleurs, avec beaucoup de provocation, les institutions européennes pour voir jusqu'à quelle limite elles vont tolérer ce qui est déjà aujourd'hui intolérable. Donc, le Parlement européen demande, c'est la résolution dont je suis signataire, le Parlement européen dit trop, c'est trop, et il faut aujourd'hui geler les fonds de la Hongrie et toucher au porte-monnaie, parce que toucher au porte-monnaie, c'est le seul moyen en réalité qui reste pour que ces pays
fasse les efforts qui sont attendus. Entendez que nous avons créé, enfin c'est quand même incroyable, nous avons créé un parquet européen. C'était quand même une grande décision. C'est quelque chose qui fait progresser l'Union européenne, qui permet de lutter contre la corruption. On n'en peut plus de la corruption, qui en plus entache notre politique et entache aussi la politique agricole commune. Bon, un parquet européen, et voilà qu'un pays comme la Hongrie, par exemple, dit ben moi, je ne veux pas participer au parquet européen, et surtout qu'on ferme les yeux sur le fait qu'on fait travailler les petits copains et les amis du pouvoir en utilisant les fonds européens et en assumant par ailleurs totalement des politiques, si ce n'est des discours totalement europhobes. Ce n'est pas supportable. Donc, il n'y a pas d'avenir pour l'Europe en dehors de l'état de droit, en dehors des valeurs, en dehors du respect des droits fondamentaux. C'est aussi simple que cela. Et si on n'est pas ferme aujourd'hui, alors on va laisser s'étendre le poison distillé aujourd'hui par les États illibéraux. Parce que vous êtes un observateur avisé, vous voyez quelles sont les forces qui sont en marche un peu partout en Europe et que l'Europe est testée. Bon. Donc nous devons être très fermes sur ces questions, sans état d'âme. Dernière question, parce que je vois le temps qui passe. Dernière question, en tant que président de la commission de la commission de développement régional, quelles sont les lignes de fracture politique que vous voyez parmi vos collègues? En gros, on comprend, j'imagine que tout le monde est d'accord pour qu'il y ait une politique régionale. Ils veulent tous une meilleure, ce qu'ils considèrent être une meilleure politique régionale. Mais du coup, quelles sont les divergences politiques quand on parle de politique régionale? Bon, d'abord, je vais insister sur la première partie, parce que c'est assez rare pour être souligné. Nous sommes une commission où, en réalité, les compromis s'opèrent sans doute beaucoup plus rapidement que dans les autres commissions. Parce que siègent dans la commission du développement régional des militants de la politique régionale qui partagent tous de gauche à droite, j'exclus l'extrême droite, qui partagent tous de gauche à droite les objectifs qu'on a indiqués au début de notre rencontre, c'est-à-dire de solidarité, de rattrapage des régions qui sont en retard, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui facilite considérablement le travail. Mais pour autant, évidemment, on n'est pas tous d'accord sur la manière d'avancer et sur un certain nombre de conditions aujourd'hui qu'on rajoute en réalité au fond, à la bonne mise en œuvre des fonds structurels. Et vous avez cette grande affaire qui est celle de la Commission aujourd'hui, qui est de lier la politique de cohésion aux réformes, en particulier aux réformes structurelles, et puis aussi à une forme de soumission à la fois au semestre européen, ça c'est un problème, et puis deuxièmement à des objectifs de compétitivité. Notre politique, bien sûr, elle doit être une politique qui est performante, bien sûr, évidemment. Mais c'est une politique qui doit d'abord et avant tout viser les objectifs de cohésion. Et c'est l'objectif de cohésion qui doit être l'objectif transversal et qui doit au contraire gouverner les autres politiques. Moi, j'inverse le raisonnement. Je dis ne rétrécissez pas la politique de cohésion, il ne faut pas la dissoudre, vous voyez, dans autre chose. Il faut au contraire faire en sorte qu'elle puisse, comme le traité le dit d'ailleurs, puisque le traité lui donne cette dimension transversale, il faut que toutes les autres politiques, y compris la politique économique de l'Union, se posent la question en permanence si les objectifs de cohésion sont poursuivis. Et
pas aussi la politique commerciale. Bon, parce que lorsque vous avez, nous déployons, vous voyez, 390 milliards d'euros pour ces objectifs. Mais vous avez d'autres politiques qui sont extrêmement puissantes, qui vont pas forcément, qui vont au contraire compliquer la tâche de notre politique. Bon, des délocalisations, etc., etc. Bon, et du coup, voilà, du coup, faire reculer les objectifs de cohésion sociale, tout ça. Donc là-dessus, effectivement, il y a des clivages entre les libéraux et nous, qui sont beaucoup plus attachés, évidemment, à la mise en œuvre des réformes structurelles, des réformes pays par pays, où on voit au fur et à mesure tout ça être lié de plus en plus aux bénéfices d'un certain nombre de fonds. Et puis vous avez aussi une multiplication d'instruments financiers, parce que comme le budget européen en réalité est un budget qui, malgré les nouveaux défis, bon, est un budget qui, je parle du CFP, est un budget qui ne progresse pas de manière considérable, eh bien, on crée une série d'instruments financiers, mais des instruments financiers qui ne répondent pas en réalité aux possibilités, aux besoins des régions les moins développées. Donc, il y a des divergences là-dessus. Il peut y avoir des divergences aussi, par exemple, sur la conception que nous avons de l'aménagement du territoire à l'échelle de l'Europe et dans les pays. On a beaucoup parlé, par exemple, de la question de la politique urbaine, de l'agenda urbain, de la métropolisation en réalité, qui a été très soutenue pendant des années et des années, avec des centres urbains qui ont concentré, et les politiques européennes, y compris la politique de cohésion, qui ont concentré les investissements, et nos politiques l'ont favorisé. Nous avons vu en France, par exemple, avec les gilets jaunes, mais c'est un problème qui se pose partout dans l'Union, parce que vous avez des questions démographiques aussi, vous avez des régions qui sont devant une dépopulation accélérée, avec un manque de réseau parfois, ou alors avec des centres urbains qui tirent le bénéfice, qui créent de la richesse, et des périphéries qui sont un peu au service des centres et qui, eux, payent un prix lourd de la désertification d'une série de services, etc. Donc, là, on s'est engagé dans un agenda rural, mais il faut mettre de la cohérence dans les politiques européennes. À un moment donné, il faut faire des choix. C'est-à-dire, on ne peut pas à la fois poursuivre des objectifs dans la ruralité, ne pas penser en cohérence avec la politique urbaine. Les mêmes personnes font des grands discours sur la priorité qui doit être donnée à la ruralité, sur le fait qu'il faut renforcer les investissements dans les villes, bon, sans réelle vision. Bon, donc il faut un peu mettre de l'ordre dans tout ça. Et là, parfois, entre les libéraux et nous, bon, il y a des divergences. Il y a des divergences sur les questions environnementales, évidemment. Bon, nous avons des niveaux d'exigence par rapport à la biodiversité ou aux engagements climatiques qui est quand même assez différent de ceux de la droite. Bon, et à la fin, on se retrouve sur un niveau de compromis. Mais sur les questions, par exemple, de taxonomie, si je peux utiliser ce mot, sur les énergies, bon, on n'a pas les mêmes positions. Vous avez des pro-nucléaires et des anti-nucléaires. Vous avez des pro-gaz et des anti-gaz. Vous avez celles et ceux qui veulent qu'on injecte beaucoup plus dans un temps accéléré sur les énergies renouvelables, et puis ceux qui veulent prolonger au maximum un temps qui, à mon avis, appartient déjà au passé. Bon, donc voilà, il reste des divergences. Mais à la fin, on arrive à se mettre d'accord, à construire la loi commune entre 27 pays, des représentants venant de 27 pays et appartenant
à plus de 6 groupes politiques au Parlement européen. Et je crois qu'il faut être animé par un sens de l'intérêt général fort pour pouvoir accomplir ce travail. Et s'accomplit tous les jours au Parlement européen. Eh ben écoutez, merci beaucoup Youssef Marji d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Avant que je vous laisse partir et que moi je commence ma conclusion, si l'audience, les gens doivent retenir une chose de la politique régionale européenne, qu'est-ce qu'ils doivent retenir? Mais c'est pas une question facile. Ah oui, C'est compliqué, mais s'ils doivent retenir une chose, c'est peut-être. Je ne vais pas terminer par ce que j'ai dit au tout début. Donc peut-être dire que c'est la politique qui est la politique au plus près des citoyens européens et qui a vocation, quand on dit à faire progresser les régions, qui a vocation à améliorer les conditions concrètes de vie des gens partout dans les territoires. Pour avoir un travail, pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir être en relation avec les autres, pour pouvoir créer de la richesse et augmenter les salaires partout dans l'Europe, pour pouvoir échanger à l'échelle de l'Union. C'est ça, c'est des choses extrêmement concrètes et c'est ça qu'il faut retenir. On n'est pas sur des choses abstraites qui, j'en ai conscience, souvent passent au-dessus des gens parce qu'on est dans la technicité, mais il ne faut pas avoir peur de la technicité parce qu'on est dans le travail législatif. Moi, j'aime pas du tout tous ces discours en disant oui, mais ce que vous racontez, c'est compliqué, etc., etc. Oui, c'est compliqué. On fait un effort de pédagogie, mais il ne faut pas vouloir simplifier les choses plus qu'il n'en faut, parce qu'on fait un travail de législation pour 500 millions de citoyens européens sur des questions d'une extraordinaire complexité qui oblige à rentrer dans ces difficultés d'approche, de travail. Ensuite, c'est le devoir des responsables politiques de quitter le Parlement européen, d'aller dans les territoires, de rencontrer les personnes, de prendre la colère des gens, parce que la colère, elle est très forte, de comprendre ce qui se passe et d'en revenir pour justement adapter les politiques pour qu'elles soient le plus en adéquation aussi avec les aspirations populaires. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Eh ben écoutez, c'est très clair. Merci beaucoup à nouveau, Monsieur Marji, d'avoir pris le temps de répondre aux questions. Chat, soyez sûr de le remercier aussi. Vous pouvez suivre sur son Twitter. Vous avez le lien juste sous sa vidéo, donc vous pouvez suivre son actualité dans le futur. Monsieur Marji, j'espère que vous avez apprécié votre première expérience sur Twitch. Eh ben écoutez. Et bravo à vous, parce que vous êtes un excellent intervieweur. Eh ben écoutez, merci beaucoup. Voilà, vous m'avez d'une certaine manière obligé à aller, je crois, assez loin dans l'expression de certaines choses. Donc, merci beaucoup. Bah écoutez, vous êtes le bienvenu pour revenir une autre fois si vous le souhaitez, peut-être avant 2024. Monsieur Mouergi, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Chat, restez avec moi, on va faire le débriefing, on va discuter de ce que vous avez pensé de tout ceci. Hop, alors moi je vais débrancher. Hop, au revoir Monsieur Mouergi, j'ai besoin de la caméra donc à très bientôt. Bonne soirée. Alors, désolé, hop, je remets un câble parce que le problème toujours c'est que j'ai qu'une seule caméra donc je peux pas avoir zoom et en même temps la caméra pour vous mettre. Donc alors attendez, donnez-moi une seconde. Hop, c'est bon, salut chat. Alors, tac, je reprends mes notes. Dites-moi ce que vous en avez pensé, vos impressions et tout ça. Et après, on va revenir sur moi les différents trucs j'ai pris mes notes. On va discuter des différents thèmes qui ont été évoqués et tout ça. Hop, je prends juste un verre d'eau parce que j'ai pas bu pendant 1 heure. Il fait chaud. Mais même si on est en hiver, il fait un peu chaud en fait dans mon bureau. Hop là. Alors, allons-y. Merde, je fous de l'eau partout. Oh là là, les aléas du direct.
Que disais-je? Donc, Monsieur Omarjee, donc président de la commission, pas de la Commission européenne, président de la commission du développement régional, il est de l'île de la Réunion, donc des Outre-mer, on en a longuement parlé. Alors moi, je dois avouer que moi j'aime beaucoup Monsieur Omarjee, hein, c'est mon ancien député et travaillait avec Monsieur Omarjee en commission régie, donc ils s'entendaient bien tous les deux, et bon, j'aime beaucoup Monsieur Omarjee, il est de The Left, donc LFI en France, hein, la France Insoumise, mais France Insoumise, on va dire qu'ils ont toujours eu un rapport un peu compliqué avec l'Union Européenne, qui va, on va dire, de l'hostilité à l'euroscepticisme un peu soft, mais Monsieur Omarjee a toujours été un peu une exception dans tout ça, et ça a toujours été le plus pro-européen de tous les LFI, et c'est toujours intéressant de l'entendre parler de son engagement européen, alors qu'il est dans un groupe qui est pas forcément le plus pro-européen au premier abord. Mais bref, je fais une digression. Revenons à notre sujet principal qui est j'allais dire la Commission du développement régional, mais la politique régionale en général. Donc la raison pour laquelle on a une politique régionale, c'est, il l'a expliqué, c'est parce que l'Union européenne, de manière générale, n'aime pas les distorsions. Hein, ce qu'on veut, ce que l'Union européenne veut, c'est que tout le monde soit au même niveau, que certes vous avez les pays riches, vous avez la France, vous avez l'Allemagne, mais qu'il faut que les pays qui sont aujourd'hui les plus pauvres, la Bulgarie, la Roumanie, la Pologne, ou même ensuite si on prend le niveau régional, les régions qui sont plus pauvres au sein de chaque pays, progressent et qu'on réduise les divergences, on réduise les inégalités entre elles, parce qu'au final c'est au bénéfice de tous, parce que, y compris dans une vision économique, personne n'a un intérêt à ce que vous ayez des énormes divergences. Merci pour le follow. Eitlos. Excuse-moi si je prononce mal ton nom. Eitlos. Bon, tu me diras. Qu'est-ce que je disais? Je disais un truc fort intéressant. Oui, donc les divergences. Donc les divergences, elles peuvent exister au niveau territorial, donc entre les régions. Entre les régions européennes et entre les régions d'un même pays. Hein. Je veux dire, évidemment, vous prenez la France, vous prenez l'Île-de-France, vous prenez l'île de la Réunion. C'est pas exactement le même niveau de richesse, le même niveau en termes de politique structurelle, d'infrastructure, etc., etc. Donc, il y a des besoins de rendre les choses un peu plus égales. C'est tant au niveau européen qu'au niveau de chaque pays. Et ça a des conséquences aussi au niveau social, puisqu'évidemment, si vous êtes dans une région plus pauvre, vous avez pas d'infrastructure, vous n'avez pas d'accès à des infrastructures de santé, etc., etc. Vous n'avez pas de formation, etc. C'est évidemment beaucoup plus compliqué pour vous, et ultimement, tout le monde en pâtit. Donc, c'est en fait en tirant par le haut, en tirant vers le haut les régions les plus pauvres particulièrement, ça vise à améliorer la vie quotidienne des gens ultimement et faire en sorte que les gens deviennent plus. Et ça marche en fait, c'est quelque chose qui marche quand on regarde un peu le temps long, puisque si on regarde, par exemple, prenez un pays comme l'Espagne, un pays comme le Portugal. Faut se rappeler qu'à l'époque, quand le Portugal, l'Espagne rentrent, particulièrement le Portugal, quand ils rentrent dans l'Union Européenne, donc dans les années 70, ils sortent de dictature, etc., etc. J'ai pas envie de dire que c'est des pays du tiers-monde, mais quasiment, enfin c'est des pays qui sont sous-développés. Le Portugal est un pays clairement sous-développé quand il rentre dans l'Union Européenne, et 30 ans, 40 ans plus tard, grâce à ces politiques, aux politiques européennes, grâce notamment à ces fonds, ce qu'on appelle les fonds la politique de cohésion, donc la politique la politique régionale, ça a permis, en injectant de l'argent, en permettant aux gens de se former, des entreprises d'exister, etc., ça a permis de relever considérablement le niveau économique de ces pays-là, et aujourd'hui, économiquement, même si l'Espagne, même si le Portugal ne sont pas des pays aussi riches que la France et l'Allemagne, ils sont devenus des pays qui sont développés, et les citoyens, les Espagnols, les Portugais sont dans une situation qui est comparativement bien meilleure que ça pouvait l'être à l'époque où leurs parents, leurs grands-parents étaient, lorsque dans les années 70, ils sont rentrés dans l'Union Européenne. Donc c'est quelque chose qui a un effet concret, un effet réel dans le temps, et c'est une des grandes raisons pour lesquelles les pays notamment de l'Est étaient très partants pour rentrer dans l'Union Européenne, puisqu'ils ont conscience que rentrer dans l'Union Européenne, c'est avoir accès à des grandes mannes d'argent qui vont leur permettre de financer leur développement économique et ultimement leur développement social. Vous prenez un pays comme la Pologne. La Pologne est de loin le pays de l'Union Européenne qui bénéficie le plus des fonds européens. C'est le premier bénéficiaire européen de fonds européens. Si c'est en gros, pour vous donner un ordre d'idée, la Pologne
2 à 3% de son PIB, donc de la richesse générée par la Pologne, 2 à 3%, c'est les fonds européens. C'est énorme. J'ai pas le chiffre pour la France, mais la France, je sais même pas si c'est 1%. Je pense même pas que ça soit 1%. Bref, tout ça pour dire que ça peut représenter énormément d'argent, d'énormes opportunités pour les pays européens, et ultimement pour tout le monde. Il l'a mentionné aussi, il dit voilà, la politique régionale maintenant c'est la plus grande politique de l'Union Européenne, c'est plus gros que la PAC, donc du coup les journalistes doivent actualiser leurs fiches. C'est vrai, parce que pendant très longtemps, historiquement, la première politique de l'Union Européenne en termes de financement, c'était la PAC, c'est la politique agricole commune. À une époque, la PAC, donc surtout plus on remonte dans le temps, plus c'était vrai, la PAC c'était 60-70% du budget européen. Maintenant on est à plus. À peu près 30% de mémoire, ouais, à peu près 30% des fonds, enfin des fonds, 30% du budget européen qui est consacré à l'agriculture, et maintenant, la politique régionale, les fonds structurels, la politique de cohésion, c'est la plus grande politique de l'Union européenne en termes de fonds. Donc effectivement, c'est une évolution sur le temps long qui est intéressante. Alors après, il a discuté un petit peu, voilà, parce que quand on parle de fonds de cohésion, quand on parle de politique structurelle, ça fait, comment dire? Ça paraît un peu, enfin, ça paraît un petit peu un truc très abstrait, et cetera. C'est pas un truc monolithique, hein. Vous avez pas juste un fonds qui s'appelle, la politique de cohésion dans lequel vous avez 400 milliards d'euros. Non, non, en fait, c'est éclaté entre plusieurs politiques thématiques, puisque, à chaque fois, l'Union européenne, on avance par des politiques thématiques, un truc qui est un fonds qui va être spécialisé sur certains sujets, et cetera, et cetera, et donc il y a listé le principal fonds, c'est ce qu'on appelle le FEDER. Donc j'ai oublié dès maintenant enfin, la traduction concrète de l'acronyme, donc on va appeler ça le FEDER. C'est le principal fonds régional, en gros, c'est le gros, donc c'est ce qui va financer les routes, c'est ce qui va financer les aéroports, les ports, ça va financer le soutien enfin le soutien au tissu économique, hein, ça va financer des pépinières d'entreprise au niveau des régions, etc., etc. Donc c'est vraiment le cœur de la politique de cohésion, même si aussi, ce qu'il faut prendre en compte, un truc qu'on n'a pas discuté, c'est que la manière dont les fonds sont utilisés va varier évidemment selon les régions, mais aussi selon le degré de richesse des régions. Vous prenez une région au fin fond de la Pologne, le besoin en financement dans des infrastructures de base va probablement être beaucoup plus élevé que les types de financement qui vont être recherchés en Île-de-France. Parce qu'en Île-de-France, on a déjà un réseau d'infrastructures qui fonctionne bien, on a déjà des réseaux, etc., etc. Donc en fait, l'argent européen qui va être utilisé là va être utilisé de manière différente pour des objectifs différents que ce qui peut être le cas en Pologne. On va beaucoup moins financer des routes en Île-de-France que ce qu'on va financer au fin fond de la Pologne ou au fin fond de la Roumanie. Donc c'est encore une fois, même si vous avez à chaque fois des grands fonds, voilà, des infrastructures, derrière, en pratique, c'est beaucoup plus nuancé, c'est beaucoup plus granulé, beaucoup plus fin que ça. On peut rentrer vraiment dans les besoins très précis de chaque région. On va pas dire à l'Île-de-France, bah non, vous voulez des fonds européens, vous devez construire des routes. Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça que ça marche. Un autre truc dont on va parler, c'est le Fonds social européen, le FSE, qui est principalement un fonds pour la formation professionnelle, pas que, mais beaucoup pour, voilà, comme le nom, enfin comme l'indique le nom, c'est aider les gens à se former pour qu'ils puissent progresser professionnellement, trouver un travail, etc. Particulièrement si il y a eu des entreprises qui ont fermé, des industries qui ont fermé, quelque chose que l'Union européenne fait beaucoup, même si c'est pas le FSE, hein, c'est un autre fonds qui est lié à ça. C'est par exemple si vous avez une entreprise qui ferme, par exemple, parce qu'économiquement c'est plus viable, hein, il y a ce qu'on appelle le fonds d'ajustement à la mondialisation. Vous avez une industrie, vous avez une entreprise qui ferme parce qu'elle n'est plus rentable d'un point de vue économique, et ben vous avez l'Union européenne qui va dédier un fonds spécifiquement, sur demande de l'État membre, pour en fait payer des formations aux gens qui ont perdu leur emploi, pour leur dire, bah voilà, vous étiez, je sais pas, ouvrier dans une industrie, bah, je vais vous donner de l'argent pour que vous puissiez vous former, pour éventuellement, bah, aller travailler aller travailler dans une autre entreprise, dans un secteur indifférent qui vous permettra de trouver un travail et de pas vous retrouver dans une situation socialement difficile. Donc ça, c'est une autre dimension, on va dire, plus sociale de tout ça. On a aussi parlé de la coopération transfrontalière, donc c'est quelque chose qui est surtout présent évidemment aux frontières, mais si vous avez aussi des coopérations
transrégionale, on va dire, au-delà des frontières, mais c'est particulièrement utilisé dans les frontières, hein, évidemment. Vous êtes à la frontière franco-allemande, l'Alsace a énormément de programmes qui sont avec les régions, les Länder allemands qui sont de l'autre côté du Rhin. Ça c'est normal, c'est ce qu'on appelle les fonds Interreg. On a des fonds pour la pêche, donc ça c'est le FEAMP. Enfin, il y a toute une panoplie de fonds spécialisés qui permettent en gros derrière d'aller donner l'argent dans des thématiques différentes, dans des objectifs différents, même si ultimement, l'objectif c'est de permettre que les régions puissent se développer en fonction de leurs spécificités. Quelque chose qu'on a discuté un peu brièvement, c'est comment ça se passe en fait, une fois qu'on a dit voilà, il y a 392 milliards d'euros qui sont dédiés à la politique régionale, qui est-ce qui prend la décision? Est-ce que c'est Ursula von der Leyen dans son bureau à la Commission européenne, au Berlaymont, qui reçoit le dossier de financement d'une ferme au fin fond de la Bretagne, qui va dire oh, ok, ce truc a l'air intéressant, je lui fais un chèque de 300 000 euros. Tiens, tel autre projet au fin fond à Varsovie, bah non, ça j'aime pas, je vais pas donner de fonds. Qui est-ce qui prend la décision? Là, en fait, la manière dont ça se passe, faut voir ça comme une forme d'entonnoir, en fait. Dans le sens où, au niveau européen, à Bruxelles, donc le Parlement européen, la Commission européenne, etc., eux, ce qu'ils font, c'est ils vont décider donc de l'infrastructure, je dirais, ils vont créer les fonds, ils vont dire, ok, ces fonds doivent être utilisés pour tel ou tel objectif, il y a telle ou telle règle qui permettent d'accéder, etc., etc. Et derrière, une fois qu'on a fait le niveau européen, ensuite ça descend au niveau national, donc l'État va dire, ok, très bien, j'ai ces fonds européens, j'ai X milliards qui vont venir de l'Europe, comment est-ce que je les utilise concrètement? Je vais plutôt dire à mes régions, vous devez plutôt aller dans telle direction, financer plutôt tel type de projet, etc. Et ensuite ça repasse derrière, une fois que l'État a fait ça, il va passer des accords de partenariat avec les régions, et les régions vont dire, ok, moi, l'enveloppe que je reçois de l'Europe, je vais la dépenser plutôt pour tel projet, etc. Donc en fait, c'est la région, et maintenant aujourd'hui, c'est le mode par défaut, c'est la grande partie des projets sont gérés au niveau régional, c'est-à-dire que c'est les régions elles-mêmes qui vont décider de la manière dont ils dépensent l'argent européen. Ils vont dire, ok, très bien, parce que c'est la raison est très simple, c'est eux qui sont plus proches du terrain, c'est eux qui connaissent la région, ils comprennent mieux quels sont les besoins, etc., etc. Donc c'est eux qui sont en mesure de pouvoir dire mieux, ok, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une route là? Est-ce qu'on a besoin de telle infrastructure? Est-ce qu'on a besoin d'aider telle pépinière, etc., etc. Donc c'est géré au plus proche des gens autant que possible. Sachant que, voilà, évidemment, il y a des règles au niveau national, il y a des règles au niveau européen, et la région et ultimement ce qu'on appelle les bénéficiaires, donc ceux qui reçoivent l'argent européen, doivent rendre des comptes, évidemment, sur la manière dont ils utilisent les fonds européens. C'est pas, tu reçois pas un chèque de 100 000 euros en disant, ok, tu me promets que tu utilises comme ça, mais bon, allez, j'irai pas checker. Non, non, il y a tout un dossier à créer, il faut faire une demande, il faut ensuite être prêt à recevoir des audits, il faut envoyer des preuves que l'argent a été bien utilisé d'une telle manière, etc., l'envoyer à l'État, qui va éventuellement l'envoyer à l'Union européenne, etc. Donc ultimement, c'est quelque chose qui peut être assez lourd. Qu'est-ce que j'ai là-dedans dans mes notes, autorité de gestion, ouais, donc ça c'est ce que j'avais expliqué. Oui, les financements européens, on appelle les financements européens, c'est en grande partie en fait des cofinancements. Ça veut dire que c'est pas, sauf dans quelques cas rares ou dérogatoires, notamment Monsieur Margy a expliqué qu'il y avait eu des cas comme ça, notamment pendant la pandémie, où là l'Union européenne peut décider, ok, je vais financer des projets à 100%, c'est-à-dire tout l'argent, tout le projet va être possible uniquement parce qu'il y a de l'argent européen. Autrement, la règle normale, c'est des cofinancements. C'est-à-dire qu'il faut quand même que le porteur de projet, le bénéficiaire, dise ok, je vais mettre de l'argent sur la table et l'Union européenne va compléter. Et donc ces taux vont de 5 ans, je crois de mémoire, ça fait un moment que j'ai pas bossé ma politique régionale, mais je crois que c'est de 40 à 85%. Et donc, ça c'est ce qu'il explique, M. Marger, ça dépend en fait du niveau de pauvreté, entre guillemets, de la région. Si tu viens d'une région très pauvre, le niveau de cofinancement de l'Union européenne va être beaucoup plus élevé parce que ils comprennent bien que dans une région pauvre, la capacité à mettre beaucoup d'argent sur la table va être plus compliquée, donc du coup l'Union va aider. Et donc ces régions les plus pauvres vont recevoir jusqu'à 85% de cofinancement de l'Union européenne. Les 15% restants doivent être financés autrement, mais l'Union européenne couvre 85%. À l'opposé, vous êtes l'Île-de-France,
vous êtes une région riche, les taux de cofinancement vont être beaucoup plus bas. Parce qu'on va partir du principe que bah, déjà, vous êtes moins prioritaire. Ça peut être que vous ne recevez pas d'argent, mais vous êtes moins prioritaire, on va dire, dans la liste. Et vous avez, étant dans une région riche, plus de capacité à éventuellement collecter des fonds pour financer les projets qui sont là. Et dans tout ça, donc, si c'est donc, c'est con, j'ai pas pensé à sortir la carte. Il y a une carte de l'Europe où donc carte de l'Europe des régions où en fait, tu as tout un code couleur qui indique en fait la catégorisation des régions européennes pour en gros, c'est comment est-ce que la Commission européenne considère les régions, quelles sont les régions les riches, quelles sont les régions pauvres, quelles sont les régions ce qu'on appelle en transition, donc entre les deux, et ce qui va déterminer le niveau d'accès ou non à, à la politique régionale. Et en France, en France métropolitaine en tout cas, il n'y a plus de régions qui sont considérées comme étant les régions les plus pauvres, hein. On n'a que des régions qui sont développées ou des régions en transition. Et ça, une des raisons pour ça, c'est que depuis l'entrée des pays de l'Est dans l'Union européenne, bah évidemment, comparativement, même une région relativement pauvre en France, enfin relativement pauvre, une région moins développée en France métropolitaine reste beaucoup plus riche en général que une région en Bulgarie. Donc mécaniquement, ça a poussé vers le haut au niveau de la classification les régions françaises et les régions métropolitaines. Mais l'exception pour ce qui concerne les Français, c'est les régions d'outre-mer, donc les Réunions, les Dom-Tom, etc., qui eux restent des régions qui sont considérées comme étant qui sont encore en développement et qui du coup sont éligibles à un soutien beaucoup plus fort au titre de la politique régionale. Et ce qui est intéressant, qui est expliqué, c'est que dans les traités, donc dans la Constitution européenne, mais voilà, en gros, dans ce qui fait ce qui est le fondement de l'Union européenne, en gros, c'est la base de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est les règles de l'Union européenne, c'est dans les traités. Il y a des clauses spécifiquement sur les régions d'outre-mer, sur les dom-tom en France, les Français, Espagnols et Portugais, où ils sont listés et on dit, bah voilà, ces régions, ce qu'on appelle les régions ultra-périphériques hein, en jargon européen, elles ont un statut, on leur reconnaît un statut particulier parce qu'elles ont des spécificités qui font que quoi qu'il arrive, elles doivent avoir un traitement différent du reste de l'Europe parce que elles sont très éloignées, parfois très éloignées géographiquement du reste de l'Europe. C'est des tout petits marchés, hein, si on est sur des îles, il y a peu de taille, etc. Donc ça justifie de leur offrir un régime particulier, de leur offrir des aides supplémentaires et spécifiques. Et c'est justifié aussi parce que, bah, comme on parle de petites îles dans la plupart des cas, aider une petite île va pas avoir un impact, ça va pas déstabiliser le reste du marché européen, on va dire. Donc du coup, il y a ce statut qui est reconnu dans les traités, et c'est un truc qui est systématique. Hein. Vous avez les députés d'outre-mer, les députés européens d'outre-mer, donc français, espagnols et portugais principalement. Enfin, oui, voilà, les espagnols, portugais et français. Un des trucs qu'ils font tout le temps, et ça, je suis sûr que le bureau Margy fait ça, je suis sûr que le bureau de Max Orville chez Renew fait ça, enfin, tous les députés qui viennent de l'outre-mer, et particulièrement ceux qui travaillent sur les questions de fonds régionaux, un truc qu'ils font systématiquement, c'est ils vont regarder dans tous les textes si y a des clauses spécifiques sur les outre-mer, et s'assurer que si ces clauses existaient, elles perdurent dans le temps. C'est-à-dire que au détour d'une réforme, je ne sais pas, on va prendre la politique régionale, et ben, la Commission européenne ou quelqu'un ne supprime pas des choses qui étaient prévues spécifiquement pour les Outre-mer, et donc ils vont aller se battre pour défendre les Outre-mer, dire attendez, non, ce truc-là, vous me le mettez parce que les Outre-mer, c'est un intérêt français, c'est quelque chose qui est reconnu dans les traités, etc. Donc ça fait partie du travail un peu spécifique de ces députés qui viennent de l'Outre-mer, qui, parce qu'ils doivent défendre leur circonscription, doivent screener tout ce qui passe pour s'assurer que le statut particulier des Outre-mer, et du coup les dérogations, les aides dont ils peuvent éventuellement bénéficier, soient reconnus et soient défendus. Et ça, c'est un truc très particulier où, du coup, ça peut parfois énerver les députés qui sont pas des... Enfin, pas de nom des Outre-mer, les députés français, ils comprennent et ils défendent, etc. Mais vous prenez un député polonais ou un député, je sais pas, autrichien, vous avez soudainement un Français qui débarque en disant « Non, attends, ton truc, là, tu m'as supprimé ma référence
aux Outre-mer, tu vas me le remettre, sinon je vais t'emmerder pour que tu le remettes. L'autre là, mais putain, mais je suis en train de négocier sur 50 millions de trucs et toi tu viens m'emmerder sur une dérogation pour une île au milieu du Pacifique, mais il y a d'autres priorités, etc. Et donc les Français doivent en permanence pousser comme des bœufs avec les Espagnols et avec les Portugais pour qu'ultimement, bah, l'Autrichien dise bon bah ok très bien, je te laisse ta dérogation parce qu'effectivement elles y ont droit, c'est reconnu par les traités. Mais voilà, ça je le mentionne parce que c'est une particularité un peu de ces députés d'outre-mer, et pas que les outre-mer, hein, les députés, d'une manière générale sont attachés aux outre-mer et les députés qui travaillent dans la commission de développement régional, qu'ils soient d'outre-mer ou pas, c'est un français, c'est un sujet auquel ils vont être attentifs. Mais députés des outre-mer, eux, ils vont vraiment tout passer au peigne fin pour s'assurer que leur circonscription, que leur région ne perd pas les dérogations, le statut particulier qui leur est reconnu dans les traités. De quoi on a parlé, d'autre? On a parlé, ah oui, un truc qu'il a mentionné, donc il a dit voilà, un truc auquel le Parlement européen s'est beaucoup battu et c'est vrai, c'est le fait qu'on continue à avoir ce qu'on appelle un fonds d'aide aux plus démunis. Donc il y a un fonds européen très spécifique, donc il a expliqué à l'origine a été créé, pour permettre le financement de packs alimentaires pour aider les gens qui ne sont pas en mesure enfin aider les gens à se nourrir, et cetera, et cetera. Et effectivement, le Parlement européen se bat beaucoup pour ça. Je me souviens au dernier mandat, effectivement, il y a eu des gros fights sur ça, pour justement permettre que ce fonds d'aide aux plus démunis puisse perdurer, plus perdurer, alors que le Conseil voulait un peu couper les fonds pour avoir à payer moins d'argent à l'Union européenne. Et un truc qui est pas connu, effectivement, les gens n'ont pas conscience que ce fonds existe, mais un truc qui est un truc très concret, c'est ça, je le sais parce que je l'avais cherché pour mon député à l'époque. Un truc que peu de gens savent, c'est que les Restos du Cœur en France, alors c'était les statistiques au dernier mandat. Je ne connais pas les statistiques maintenant, mais il y a 3-4 ans, les statistiques c'était que un quart des repas qui sont servis par les Restos du Cœur en France sont financés par l'Union européenne par le biais de ce fonds européen d'aide aux plus démunis. Donc vous voyez, c'est encore un truc, une aide concrète que l'Union européenne peut apporter, une des dimensions sociales. L'Union européenne n'a pas beaucoup de politique qui soit directement sociale, mais donc, du coup, ça c'est une de ces quelques politiques qui concrètement est voilà, 100% sociale, et qui existe, mais qui malheureusement n'est pas très connue. Qu'est-ce que j'aime d'autre? Ah oui, on a parlé beaucoup de la question de la complexité. Il a dit voilà, le grand problème des fonds européens, c'est que c'est extrêmement complexe, les gens n'y comprennent rien, c'est long, etc., etc. Et effectivement, c'est une des tensions permanentes dans les politiques régionales. C'est comment est-ce que on s'assure que l'argent est bien employé, tout en faisant en sorte que les procédures soient simples. Parce que si vous donnez un fonds, si vous pouvez créer un fonds, mais si au final personne n'est en mesure de l'accéder parce que faut remplir un dossier de 400 pages que personne ne comprend avec des justificatifs sur les 40 dernières années, etc., personne va être en mesure de fournir ou très peu de gens vont être en mesure de répondre à un tel niveau de complexité, et du coup, en fait, ces fonds ne vont pas être utilisés et vont ne servir à rien. Et effectivement, c'est un truc qui est un thème qui est récurrent dans les débats sur la politique régionale, avec j'allais dire une contradiction, non, des intérêts opposés, puisque vous avez d'un côté, si on va prendre un exemple très caricatural, vous prenez, comparez la France avec la Bulgarie. L'idée derrière la simplification, c'est de dire, bah ok, vous êtes en Bulgarie, bah oui, la Bulgarie, c'est un fait. Il y a un niveau de corruption qui est potentiellement assez élevé, avec des taux de fraude, etc., etc. Et donc, du coup, ça justifie qu'il y ait des règles qui soient assez strictes, avec des contrôles qui sont assez stricts, pour s'assurer que l'argent européen soit bien employé comme il le faut, et qu'il ne soit pas détourné, qu'il alimente la corruption, etc., etc. Et de l'autre, en France, où a priori il y a peu de corruption, du coup, on peut se permettre de faire confiance parce que, on va dire, l'environnement est moins susceptible de donner lieu à des fraudes, de donner lieu à du mauvais emploi de l'argent européen, etc. Donc du coup, on devrait rendre les procédures plus simples, moins de contrôle, faire davantage confiance, etc., etc. Donc c'est un peu cette idée de comment est-ce qu'on gère cette dichotomie entre des pays qui sont avec il faut le dire, avec beaucoup de corruption, et des pays qui ont moins de corruption.
et ultimement faire en sorte que bah, ça reste compréhensible pour le commun des mortels, avec en plus une problématique supplémentaire, ce qu'on appelle le gold plating, qui est en fait une pratique qui consiste en fait à ce que chaque échelon supplémentaire rajoute des règles. Je m'explique. Euh, vous avez l'Union européenne, vous avez le Parlement européen, la Commission européenne qui vont créer des règles, qui vont... quelles sont les règles pour accéder à tel fonds européen, au fonds régional. Donc très bien, ça signe, tout le monde est content. Ces règles sont envoyées à Paris. Paris va regarder ces règles, dire ok, très bien, ces règles me vont bien. Je vais juste rajouter une petite règle ici, là et là pour un peu cadrer les choses, pour répondre à certaines priorités politiques que moi je peux avoir en tant que Français. Très bien, donc ils rajoutent ces quelques règles. Et ils envoient ça à l'échelon régional, et l'échelon régional va dire bah ok, bon bah j'ai ces règles, ok, très bien, bon, bah, je vois ça. Je vais moi aussi rajouter des règles en plus pour tenir compte de voilà moi mes priorités, etc. Et donc en fait, vous vous retrouvez avec ce qu'on appelle le gold plating, où vous avez des règles d'accès aux fonds européens qui sont beaucoup plus compliqués en fait que ce qui était initialement envisagé quand ça a été développé à Bruxelles, et surtout des règles quand il y a du gold plating, c'est-à-dire quand on rajoute un niveau d'exigence supplémentaire par rapport à ce qui est la règle de base, vous avez des divergences, c'est-à-dire que vous allez avoir une région en France qui va rajouter beaucoup de règles, et donc du coup ça va être beaucoup plus compliqué, ça va avoir des conditions supplémentaires pour pouvoir accéder à un fonds européen, alors qu'une région, je ne sais pas, en Italie, ne va rien rajouter. Donc ça sera uniquement les règles qui ont été prévues par Bruxelles euh, et le Parlement européen, sans rien rajouter de plus, et donc du coup, bah, mécaniquement, c'est un peu plus facile pour les bénéficiaires en Italie de bénéficier de ces fonds, puisqu'ils n'ont pas en plus la couche de règles supplémentaires rajoutée par Rome et par les différentes régions italiennes. Donc c'est ce qu'on appelle la problématique du gold plating. Ça, c'est un truc qui est au-delà, c'est un débat qui est au-delà des questions de politique régionale, hein. Ça, c'est un débat général en fait sur la législation européenne, mais voilà, c'est une pratique aussi qui existe et qu'il faut prendre en compte dans tout ça. Qu'est-ce que j'ai donc on a beaucoup parlé du fait que voilà, pendant la pandémie, notamment voilà, les fonds de cohésion étaient un peu donc la politique régionale était un peu en première ligne, elle a été utilisée et un peu redirigée pour permettre de répondre à des priorités. Il a dit voilà, pour permettre aux régions, aux pays d'acheter des masques, d'acheter des respirateurs. Donc ce qu'ils ont fait, c'est comme ils n'ont pas reçu d'argent face, c'est-à-dire c'est pas les États membres qui ont fait bah tiens, je vais faire un chèque de 10 milliards supplémentaires au budget européen pour qu'ils puissent payer des fonds européens sur ça. C'est non, en fait, c'est la Commission européenne, le Parlement et le Conseil qui regardent, font bon, bah, ok, très bien, on a 3 milliards sur ce fonds-là, je peux grappiller peut-être 10 millions ici, il y a 5 millions qui sont pas utilisés sur ça, etc. Donc en fait, ils grappillent l'argent là où ils peuvent dans l'enveloppe qui existe, et bah, ils remettent ça ensemble, ils disent bon, bah ok, très bien, j'ai réussi à dégager ensuite 50 millions d'euros que je vais pouvoir investir sur un truc urgent qui est l'achat de masques pour la pandémie, l'achat je sais pas, de générateurs électriques pour aider les réfugiés ukrainiens, etc. etc. Donc c'est un peu un travail d'analyse pour aller grappiller l'argent où il est et pouvoir financer les différentes politiques en période d'urgence. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur ça? Je pourrais parler pendant 2 heures de ce truc-là. Du slur vite fait. Oh, ça va, on a encore un petit... Je peux encore rester 10 minutes. Un truc qu'on a enfin il l'a mentionné, on l'a pas expliqué, c'est ce qu'on appelle l'absorption des fonds. C'est une vraie problématique. Donc, vous avez des fonds européens. Vous avez 392 milliards d'euros qui sont dédiés à la politique régionale. J'ai pas les chiffres, on va dire qu'il y a, mettons, 20 milliards d'euros qui sont, je sais pas, on va dire en 2022, il y a 20 milliards d'euros qui doivent être utilisés par la France, qui reviennent à la France au titre de la politique régionale. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc la PACA, va recevoir 1 milliard d'euros, en théorie, sur ces fonds régionaux. Très bien, ils ont 1 milliard d'euros à disposition, et arrive un problème. Un problème, c'est quand une région n'est pas en mesure, ou un pays, n'arrive pas en fait à utiliser les fonds. C'est-à-dire ils ont droit d'utiliser, donc PACA aurait le droit d'utiliser 1 milliard d'euros de fonds européens pour développer sa région, pour développer la région PACA. Et en fait, bah, sur ce milliard d'euros, bah, va y avoir 300 millions qui ne vont pas être utilisés. C'est en fait le taux d'absorption des fonds européens en PACA va être de 70%. Et il y a 30%, donc 300 millions d'euros,
qui ne vont pas être utilisés pour des raisons diverses et variées, parce que c'est trop compliqué justement pour les bénéficiaires, du coup ils ne demandent pas les fonds européens, parce que il y a eu des contrôles qui ont prouvé que l'argent était mal utilisé, donc du coup ça a été gelé, parce que la région ne fait pas le travail qu'il faut pour faire la promotion des fonds européens, etc. Donc du coup en fait il y a parfois les pays et les régions se retrouvent avec une problématique où on leur donne de l'argent, enfin on met à leur disposition de l'argent, et ils vont pas l'utiliser. Ce qui est évidemment un petit peu con. Et donc l'objectif ultime des pays, des régions, etc., c'est de s'assurer que, autant que possible, il y a un taux d'absorption de 100%, c'est-à-dire que tout l'argent européen auquel ils ont droit, il soit utilisé. Parce que sinon, c'est de l'argent qui est perdu pour la région, pour les différentes régions qui ne sont pas en mesure de l'utiliser. Donc ça, c'est effectivement une constante, c'est comment est-ce qu'une région fait comment est-ce qu'on fait pour pousser les États et les régions à effectivement utiliser l'argent auquel ils ont droit. Parce que sinon, voilà, après tu te retrouves dans une situation un peu paradoxale où tu vas avoir des régions qui vont gueuler ah ouais on veut des fonds européens, on veut des fonds européens, et les autres vont dire ouais mais en fait t'as des fonds, ouais tu veux des fonds européens mais t'as un taux d'absorption de 50%, donc je te donne du fric et la moitié de l'argent que je te file tu l'utilises pas. Donc enfin me demande pas de l'argent en plus, utilise déjà l'argent qui est sur la table. Et derrière, les régions vont répondre oui, mais l'argent que vous me donnez, les conditions c'est trop complexe à utiliser, on n'arrive pas à le développer, etc., etc. Donc ça va dans les deux sens, hein, mais c'est un thème assez récurrent. Et dernier sujet que je vais évoquer, non, avant-dernier sujet, après il y a un autre sujet que je vais évoquer très rapidement. Avant-dernier sujet, on en a parlé à la fin, c'est la question de la conditionnalité des fonds. Donc, vous avez probablement entendu parler qu'il y a quelques problèmes en Hongrie, en Pologne, sur un truc qu'on appelle l'état de droit. Donc, le fait que tu aies une justice indépendante, le fait que les droits des minorités soient respectés, que tu aies droit à l'avortement qui ne soit pas limité, etc. etc. Et ces deux pays ont, particulièrement la Hongrie, ont développé un modèle qu'on appelle, du moins qu'ils ont appelé les démocraties illibérales, qui est un oxymore ambulant, hein, parce qu'une démocratie en général c'est pas illibéral, mais bref, ils ont inventé le concept. Et du coup, comment est-ce que l'Union Européenne fait pour ramener ces pays dans le droit chemin? Comment s'assurer que la Pologne ait effectivement une justice qui est indépendante? Comment est-ce qu'on fait pour que la Pologne, la corruption, la Hongrie accroît sa politique contre la corruption pour éviter que les fonds européens ne soient versés qu'à des potes de Orban, etc., etc., et soient utilisés comme un moyen de pression sur les villes et régions qui ne sont pas de la couleur politique de Viktor Orban. Et le problème, c'est que, évidemment, vous demandez à Viktor Orban, vous demandez au PiS, donc le PiS, c'est le parti au pouvoir en Pologne, ils n'ont pas envie particulièrement ils sont très contents de dégrader l'état de droit, hein, c'est à leur avantage, donc ils n'ont pas envie de le faire. Et du coup, en fait, l'idée qui a été venue, c'est bon, ok, très bien, puisqu'ils veulent pas rentrer dans le droit chemin et qu'on peut pas les y forcer parce qu'ils se couvrent mutuellement. Je vais pas rentrer dans les subtilités du débat sur l'état de droit, du moins pas ce soir. Et une idée qui a été mise en avant et qui est maintenant mise en œuvre, c'est une idée, ok, très bien, en fait, ces pays-là, ils reposent beaucoup sur les fonds européens. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, la Pologne, 2 à 3% de son PIB, c'est des fonds européens. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passerait si on leur coupait les vivres? Là, peut-être que soudainement, ils seraient peut-être un peu plus attentifs et un peu plus enclins à faire des compromis, à rentrer dans le droit chemin. Et donc ça a mené à ce qu'on a appelé la conditionnalité de l'état de droit, qui en fait vise à dire, voilà, un pays qui ne respecte pas l'état de droit, un pays qui ne combat pas la corruption, on va suspendre le versement, j'entends, la Commission européenne va décider de suspendre le versement de fonds européens à ces pays-là, jusqu'à ce qu'ils fassent les réformes, non pas parce qu'on n'aime pas ces pays politiquement, etc., même si ultimement il y a un objectif pour les forcer à rentrer dans le droit chemin en termes d'état de droit, mais pour protéger le budget européen, parce que l'intérêt de l'Union européenne, c'est pas que son argent vienne alimenter la corruption, ou que son argent soit mal utilisé et n'aille pas bénéficier aux citoyens européens. Non, c'est pas l'intérêt. Le budget européen est là pour le bénéfice des citoyens, il est là pour remplir des fonctions et des missions particulières, et donc du coup,
la Commission européenne va dire, bah ok, dans ces pays-là, le budget européen est dans une situation de risque parce qu'il y a de la corruption, parce que la justice n'est pas indépendante, etc., etc. Et donc du coup, bah, on va suspendre ces fonds européens jusqu'à ce que les réformes soient faites. Donc ça, c'est quelque chose qui a été mis en œuvre, qui est maintenant très concrètement, très complètement appliqué contre la Pologne et contre la Hongrie, hein, et on parle pas on parle pas de 50 euros, hein, on parle de plusieurs milliards d'euros, plusieurs dizaines de milliards d'euros potentiellement si on inclut le fonds de relance, et du coup ça force la Pologne et la Hongrie à venir à la table des négociations, à dire ok, bah très bien, vous me débloquez les fonds et en échange, bah, je fais telle réforme pour bah, renforcer l'indépendance de la justice, lutter contre la corruption, etc. Et derrière, c'est la Commission européenne qui doit regarder les réformes et dire ouais, ok, je suis d'accord, je suis pas d'accord, etc. Et le Parlement qui, derrière, regarde par-dessus l'épaule en disant à la Commission attention, si tu lâches les fonds sans qu'il ait fait la réforme, je t'en colle une. Donc voilà, là-dessus, c'est le Parlement européen qui joue son rôle de contrôle et de contre-pouvoir de la Commission européenne pour justement s'assurer qu'il fasse ce qu'il doit faire. Et dernier sujet que je voulais évoquer très brièvement avant de finir, c'est il a dit ah oui, quand je suis posé la question, voilà, quand est-ce que il y a des grosses divergences politiques au sein de la commission régie, est-ce que les députés de droite et gauche ils se foutent sur la tronche en permanence, etc. Et il dit non, non, moi en commission régie, je dois le dire, c'est une commission où on trouve facilement des compromis. Et c'est vrai, hein, la commission régie est une commission où on va dire que les députés de droite comme de gauche tous dans le même sens, dans le sens où ils sont tous convaincus de l'utilité de la politique, de la politique des fonds régionaux, de la politique régionale, etc. Et ils veulent que cette politique aille plus loin. Et du coup, ben, ça facilite les choses, puisque même s'ils peuvent ne pas être d'accord sur tout, hein, il a mentionné, voilà, par exemple, quand on parle des questions d'environnement et d'énergie dans la politique régionale, ben voilà, il y en a qui sont plus ou moins convaincus sur le fait d'agir, sur les questions environnementales, etc., que d'autres. Voilà, il dit ça c'est clair. Mais à la fin, comme on veut tous pousser dans le même sens, on veut tous quand même qu'il y ait des fonds européens qui aillent aux régions et que des choses qui fonctionnent, bah on arrive à s'entendre, on arrive à trouver des compromis. Peut-être pas exactement ce que les uns et les autres voulaient, mais on réussit à avancer. Et ça, effectivement, c'est un truc qui est commission régie, effectivement, une commission dans laquelle les conflits ne sont pas aussi violents qu'on peut trouver dans d'autres commissions. Moi, j'ai pas travaillé en commission régie, moi, je travaille en commission culture. La commission culture, c'est pareil, c'est une commission parlementaire où on trouve relativement facilement des compromis. C'est pas une commission conflictuelle, hein, les députés de droite comme de gauche, l'éducation, la culture, c'est des sujets qui leur parlent, c'est des sujets qui veulent pousser, et donc du coup, ils réussissent à s'entendre. Vous prenez d'autres commissions parlementaires, c'est un autre délire. Vous prenez, par exemple, une commission qui est très connue pour ça, ce qu'on appelle la commission Libé, la commission des libertés civiles. Merde, Libé, c'est quoi? C'est libertés civiles. Merde. Je connais plus mes commissions parlementaires. Ça ne va pas. Alors attends, commission Libé. Ça va m'énerver que je connaisse pas. Commission Libé, Parlement. Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Voilà, donc ça traite droits fondamentaux, ça parle data protection, ça parle migration, donc des sujets qui sont un peu conflictuels. Et donc du coup en Libé, là par contre, ça se fout sur la gueule, mais en mode vénère. Hein. Là, quand vous avez un dossier sur la migration, la droite et la gauche, ils pensent pas la même chose. Hein, loin de là. Et donc du coup, ça se fout sur la tronche sur des trucs absolument fondamentaux. Et donc du coup, c'est extrêmement sportif, parfois, de trouver des compromis dans des commissions comme l'IB, parfois même dans des commissions, la commission des droits, la commission femmes, la commission des droits de l'égalité des genres. C'est une commission aussi, ça se fout sur la tronche sur les questions de LGBT, questions d'accès, les questions de l'avortement, droit et santé génésique. Là, par contre, c'est des commissions qui sont beaucoup plus conflictuelles parce qu'il y a des divergences idéologiques même profondes au sein de la commission entre les différents députés, et donc du coup, bah, ça se clash sévèrement sur la gueule. Mais voilà, la commission de développement régional n'est pas une commission comme ça, il n'y a pas de divergence idéologique fondamentale entre les députés, il y a des divergences politiques, etc., normal, mais rien qui soit absolument insurmontable et qui fait que les députés n'arrivent pas à se parler, enfin, les députés arrivent toujours à se parler, mais pour lequel trouver des compromis est une tâche extrêmement ardue et violente par moment. Donc voilà à peu près ce que... Enfin, j'ai noté plein d'autres trucs, hein. Je pourrais rester là à blablater pendant encore 2 heures, hein, facilement, mais je pense qu'on va faire la petite conclusion là, sauf si vous avez un
un point brûlant que vous voulez que j'évoque, dans ce cas-là, vous pouvez y aller dans le chat. Attends, je vais boire un coup. Mais sinon, on va faire la petite conclusion et tout ça. Hop. Ok, faisons conclusion. Concluons. Donc j'espère que vous avez apprécié l'interview, que vous avez compris un peu mieux ce que c'est que la politique régionale, quels sont les enjeux de cette politique régionale, hein, qui n'est pas un truc anodin, encore une fois, on parle d'un tiers du budget européen, 400 milliards d'euros. Petite somme. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié l'interview. Comme d'habitude, si vous avez apprécié, bah, vous pouvez follow la chaîne, c'est toujours apprécié. Vous pouvez sub, si vraiment vous vous sentez fort généreux, vous pouvez lâcher une pièce à votre streamer via Ko-fi. Je vous mets mes réseaux sociaux là, j'ai Discord, j'ai Mastodon, j'ai Twitter, j'ai toutes les choses, vous avez juste à cliquer et à suivre. C'est là où vous avez toute mon actualité et tous les trucs un peu plus drôles. La prochaine fois que je vous retrouve, c'est dimanche, où on va faire la revue de presse, on va discuter de l'actualité, donc ça sera à 18 h en français, ou à 20 h en anglais, si vous voulez m'écouter blablater en anglais. Et voilà, attendez, je regarde juste mon programme la semaine prochaine pour vous dire que c'est quand mon interview. C'est quoi la prochaine interview que j'ai? La prochaine interview que j'ai, ça sera en français en tout cas, ça sera la semaine prochaine, mardi de la semaine prochaine. Ça sera avec, cette fois sur une interview député pur et dur, on parlera pas de politique particulière. Ce sera une interview avec un député vert, Claude Gruffat, donc du groupe des Verts. Et j'ai bien évidemment d'autres interviews en anglais, etc. Bref, vous pourrez trouver le programme sur Twitch et sur Discord et sur Twitter. Et sur ce, bah écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et bah, j'espère vous voir dimanche ou à un autre moment. Ciao tout le monde!